Bonsoir, bonsoir à tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer, puis les retardataires nous rejoindront un petit peu plus tard. Merci de nous avoir rejoints pour cette projection Un revenu pour la vie, un documentaire qui a été réalisé par Michael Le Sauce en 2014. D'abord sur ce format des projections débat, peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà participé aux précédentes éditions. C'est un format qu'on décline assez régulièrement au labo de l'ESF, donc n'hésitez pas à vous tenir au courant. Alors là, on a voulu donc projeter ce film, Un revenu pour la vie. Pourquoi? Parce que la question du revenu, dans le contexte actuel, nous paraît assez important, assez fondamental dans un contexte d'inflation. Le revenu, c'est le pouvoir d'achat, bien sûr. Mais on le verra pendant les échanges et pendant le film, ça peut être un peu plus aussi, c'est aussi une composante, on va dire, nécessaire mais non suffisante de ce qu'on pourrait appeler un pouvoir de vivre. Le revenu, il est aussi directement lié à la question de la transition écologique. On sait que individuellement, nos consommations et donc nos pollutions, nos gaz à effet de serre sont proportionnels, on va dire, au revenu, donc croissent en même temps que le revenu. Et dans le même temps, des personnes qui, elles, ont un revenu faible sont confrontées à des chocs de plus en plus importants et qui viennent impacter, on le voit encore dans le contexte actuel, leurs revenus et leur présupposent des changements qu'ils ou elles ne sont pas toujours en capacité d'apporter du fait des contraintes budgétaires auxquelles où ils sont confrontés. Donc finalement, se poser la question du revenu, c'est aussi se poser la question de l'articulation entre transition écologique, justice sociale. Et ce sujet de transition écologique juste, c'est un sujet qui nous tient à cœur particulièrement en ce moment au labo de l'ESS, parce que nous sommes en train de finir une étude sur ce sujet qui s'appelle Réussir une transition écologique juste, faire de la transition écologique un levier d'émancipation avec l'ESS. Donc j'en profite pour vous l'indiquer, celle-ci sortira en mars prochain, le 14 mars, à l'occasion d'une restitution pour laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je pense qu'on vous partagera dans le chat le lien pour s'inscrire si ça vous intéresse. Pour simplement vous expliquer comment va se passer la soirée, donc nous allons vous donner le lien pour vous connecter au film. Il suffira de cliquer sur ce lien. Et on se retrouve juste après avec une table ronde où vous retrouverez Alain Caillé, Amandine Le Breton et Jana Pitot. Voilà, à tout à l'heure. Bonsoir à nouveau. Donc, nous passons à la table ronde et j'ai le plaisir de vous introduire ce soir Alain Caillé, qui est sociologue et fondateur de la revue du MOS, Amandine Le Breton, qui est directrice du Pacte du pouvoir de vivre, et Jana Pitot, qui est chargée de développement à la Gonette. Je crois que vous êtes toutes les trois et tous les trois là. Oui. Je vous invite à remettre votre caméra pour plus de convivialité. Merci beaucoup. On va commencer donc avec Alain Caillé. Donc, je l'ai dit, vous êtes sociologue, fondateur de la revue du MOS, et vous avez à l'occasion des dernières présidentielles, l'année dernière, travailler sur un manifeste intitulé, que voyez là, avec une couleur orange qui sied très bien au labo. Vous reprenez, enfin en tout cas, on se complète bien dans les codes. Donc un manifeste qui est intitulé Si j'étais candidat pour une politique convivialiste, dans lequel ce manifeste, il est question de revenus. Donc, je vais vous demander qu'est-ce que le convivialisme, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme et la pensée qu'il y a derrière, et comment vous intégrez la question du revenu, et notamment du revenu universel, dans cette politique convivialiste que vous appelez de vos voeux dans ce manifeste. Le convivialisme, c'est un courant de pensée qui est soutenu par des centaines de personnalités intellectuelles. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est des personnalités intellectuelles qui viennent de bords idéologiques très différents. Ça va de la gauche de gauche au centre droit, disons. Et pas seulement en France, mais à l'étranger. Le second manifeste convivialiste a été signé par près de 300 personnalités intellectuelles de 33 pays différents. Qu'est-ce qui les rassemble? L'idée que nous avons impérativement besoin de chercher une alternative ou un dépassement du néolibéralisme. Nous avons besoin d'un fond doctrinal commun minimal, souple, ouvert, et qui ne peut pas se contenter des anciens grands discours de la modernité, ni du libéralisme, ni du socialisme, ni du communisme, ni de l'anarchisme, même si chacun de
chacune de ces grandes idéologies a eu ses raisons d'être et n'est pas morte. Mais manifestement, c'est plus à la hauteur de l'époque. Et il faut donc se mettre d'accord sur l'essentiel, à la fois au plan intellectuel, ça c'est ce que font spécifiquement les convivialistes, parce que ce sont des intellectuels professionnels, ça veut pas dire qu'ils sont particulièrement intelligents, mais ils écrivent des bouquins, voilà, c'est comme ça. Du coup, ils se connaissent à peu près, ils savent à peu près ce que raconte chacun d'entre eux. Le problème qu'on a, c'est bien sûr l'articulation avec la pratique. Non pas qu'il n'y en ait pas, parce que tous ces intellectuels sont des intellectuels particuliers, ils sont tous engagés dans des dizaines de mouvements différents, y compris le labo de l'ESS, par exemple. Voilà. Mais ce lien quand même avec l'action militante ou activiste de base se fait difficilement. On essaie d'y remédier. Voilà pour ce qui est du convivialisme en présentation minimale. Alors, Du coup, parmi, là, effectivement, vous le disiez, parmi les. Alors, il y a eu pas mal de réflexions, de débats. Déjà, il y a quelques années, nous avions publié un livre qui s'appelait. Je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire. Mais en tout cas, qui présentait déjà tout un ensemble de propositions politiques éventuelles. J'avais demandé à à une vingtaine de personnes, de présenter 3 mesures essentielles. Et le livre rassemblait ces mesures-là. Et puis, il y a eu encore d'autres débats qui sont poursuivis, à partir de l'idée qu'il est absolument indispensable de se mettre d'accord sur quelques mesures que j'appelle des mesures basculantes. Des mesures basculantes, c'est-à-dire des mesures qui viendraient en amont de toutes les autres mesures possibles, des mesures qui provoquent un changement irréversible à certains égards de la société, des donnes sociales. Et ce qui m'avait inspiré cette idée même, ce nom de mesures basculantes, c'était Michel Rocard, il y a très longtemps, je l'avais croisé il y a une trentaine d'années, qui expliquait que dans son esprit, la création, ça nous ramène au débat ce soir, la création du RMI, du revenu minimum d'insertion, avait été une mesure basculante. Une mesure basculante, ça veut dire une mesure qui paraît tellement en rupture qu'avant qu'elle soit adoptée, personne ne pense qu'elle soit imaginable ou applicable, et qui pourtant est telle qu'une fois adoptée, personne ne songe à revenir en arrière. Personne, on a voulu aménager le RMI, on ne l'a pas supprimé. Voilà. C'est ce que j'entends par des mesures basculantes. Et dans le petit opuscule que vous avez présenté, j'ai développé une quinzaine de mesures basculantes qui avaient discuté avec mes amis convivialistes, dont celle du revenu universel qui nous occupe ce soir. est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous concevez ce revenu Oui, et alors tout à à quelle fait. place Dans le ce que programme vous que j'ai vu considérez? que j'avais 5 minutes pour présenter le revenu universel. Évidemment, c'est un peu léger pour entrer dans un débat qui suscite de multiples analyses, de multiples oppositions, parfois très, très virulentes. Donc, je vais essayer de tenir à peu près dans les 5 minutes. En organisant les choses de la manière suivante, en disant finalement, tous les débats autour de cette question du revenu universel se structurent sur 3 thèmes principaux. Premier thème, la question du rapport au travail. Est-ce qu'en démocratie, qu'est-ce que nous devons chercher en démocratie? Est-ce que nous devons chercher à nous libérer du travail ou est-ce que nous devons chercher à nous libérer par le travail? Voilà. Il y a ces deux oppositions. Et question complémentaire, qu'est-ce que le revenu universel fait à chacune de ces deux options? Libérer par le travail, se libérer du travail. Premier champ de débat. Deuxième champ de débat, la question bien évidemment du montant. De quel montant, quel serait le bon montant pour un revenu universel s'il était adopté? Et puis, question complémentaire, comment est-ce qu'il serait financé? Qu'est-ce que ça représente pour les finances publiques? Quel degré d'impôt, etc. Troisième question, est-ce que l'idée d'un revenu universel est acceptable socialement? Est-ce qu'elle est recevable? Quel est son degré d'acceptabilité aujourd'hui? Je voudrais dire un mot sur chacun de ces trois thèmes. Premier thème, la question du rapport au travail. Sur le revenu universel, nous manquons d'expérimentation de longue durée, de longue portée, qui permettent de tirer des conclusions définitives. Mais en revanche, il y a quand même eu pas mal de mini-expérimentations, de mini-initiatives, et toutes aboutissent à la même conclusion. Loin que le revenu universel entraîne une démotivation au travail, au contraire, il permet à des gens de renouer avec le travail, il permet de créer de nouvelles activités. C'est un incitateur au développement économique. Premier point sur lequel on pourra revenir et essayer de discuter. Deuxième point, quel montant pour le revenu universel
quel poids pour les finances publiques. Quand Benoît Hamon a présenté le projet il y a je sais plus combien de temps, c'est la première présidentielle, il a commencé à sortir des chiffres absolument faramineux. Ça coûtait 200 milliards d'euros, donc tout le monde est parti en courant. Et l'idée du revenu universel a été évidemment totalement disqualifiée et enterrée. Pour ma part, et dans le petit bouquin que vous avez signalé, moi je me suis rallié pour l'essentiel aux positions développées par les gens qui sont réunis dans un groupe qui s'appelle l'AIRE, AIRE, Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, dont un certain nombre d'entre eux sont membres des convivialistes, du mouvement convivialiste. Et c'est des gens qui ont une assez très grande expertise, notamment fiscale, et qui développent des positions que je trouve raisonnables et acceptables. Alors, je les résume. Ce qu'ils préconisent, c'est l'octroi d'un revenu universel, autrement dit d'un revenu inconditionnel, soumis à aucune contrainte, aucune condition, à tout individu. Et les montants seraient les suivants. Pour les jeunes de 0 à 14 ans, ça serait 200 € et quelques, parce que les chiffres sont un tout petit peu anciens, ils ont 2-3 ans. Pour les 14-18 ans, ça serait 250 €. Et pour les adultes, à partir de 18 ans, ça serait 530 € actuellement. C'est les calculs actuels. Si on prend, alors, ça ne supprime pas les allocations chômage et ça ne supprime pas l'aide au logement, donc ça garde toutes, et ça ne supprime pas non plus la couverture médicale universelle, la CMU. Voilà. Donc ça garde les aides sociales de base. En revanche, ça supprime l'impôt sur le revenu qui est remplacé par un taux d'imposition. Dans leur calcul de l'air, ils prennent 30%. 30% sur toutes les sommes gagnées au-delà de 500 € ou 530 €. Ce que j'ai cru comprendre d'après leur calcul assez savant, c'est que tout ceci est fiscalement équilibré si on prend en fait un taux de 32%. 32%, autrement dit, c'est $1 pour l'État, pour les finances publiques. C'est finançable. C'est quand même un point bougrement intéressant. Et troisième point que j'avais signalé, le degré d'acceptabilité sociale d'un revenu universel. Ben aujourd'hui, il faut bien dire qu'elle est relativement faible. Il est relativement faible puisque tout le monde dénonce, et même le Parti communiste, l'assistanat social. Et il y a une grande majorité des Français qui se dressent contre cette idée d'un assistanat, de l'assistance généralisée. Et bien sûr, le revenu universel est assimilé à cette assistance généralisée. Je voudrais distinguer deux dimensions de l'acceptabilité du revenu universel. Deux dimensions que j'appellerais d'une part la dimension d'acceptabilité intrinsèque et d'autre part une acceptabilité extrinsèque. Acceptabilité intrinsèque. Est-ce que intrinsèquement le revenu universel serait désirable? Alors je pense que oui. Je pense que oui, pour différentes raisons qu'on pourrait développer, qui renvoient à la question numéro 1 du rapport au travail, à l'activité, etc. Mais prenez en considération simplement le désarroi économique, la détresse de tous les petits commerçants en France, de tous les commerces des centres-villes qui ferment les uns après les autres, avec une déshérence colossale. On voit aujourd'hui les boulangers pour d'autres raisons. Bien, il me semble que si des petits commerçants touchés, ils sont généralement en famille, en couple, 500 € plus 500 € pour le mari et l'épouse, plus les allocations des enfants, ben, ça serait quand même très appréciable pour continuer à exercer un boulot qu'ils ont envie d'exercer. La même chose est vraie pour une grande partie des agriculteurs qui se suicident parce qu'ils adorent leur métier, mais ils ne peuvent pas en vivre. Voilà. Ça changerait considérablement la donne. Et de même, je crois que ça changerait beaucoup la donne pour une partie des jeunes qui sont en très grande difficulté économique et financière. Donc je pense que c'est intrinsèquement désirable. Ça ne l'est pas, ce que j'appelle extrinsèquement. Ça ne l'est pas, puisqu'il y a un refus du revenu universel de la part de l'opinion publique. Compte tenu de cette conjoncture, je pense que le meilleur moyen d'entrer dans cette question du revenu universel, et c'est d'ailleurs ce que font les gens de l'AIRE, de l'AIRE, c'est de prendre les choses par un autre bout, non pas par des grands débats idéologico, philosophiques sur le rapport au travail, la libération, l'émancipation, etc., mais tout simplement en faisant remarquer que le système fiscal actuel est d'une complexité absolument vertigineuse. Personne n'y comprend plus rien, y compris les spécialistes les plus patentés. Il y a 10 régimes, par exemple, d'allocations familiales différents, qui sont d'ailleurs totalement contradictoires les uns avec les autres. Et si vous voulez savoir je cherche un chiffre que j'avais, voilà,
que j'avais sous les yeux. Si vous voulez savoir à quel type d'aide sociale différent vous pouvez avoir accès, si vous consultez le simulateur public Mes droits sociaux, il y a 58 58 aides différentes. Donc c'est absolument terrifiant. Personne n'y comprend rien. Bien, le revenu universel, bon, on commence, tout le monde l'impôt sur le revenu est supprimé, tout le monde a 500 euros à la base. Après, il y a un taux d'imposition de 32% sur les gains marginaux qui se passent. Tout devient, les allocations familiales, il y a un régime unique, tout devient clair, tout devient transparent. Et je pense que cette transparence du système fiscal qui permettrait de savoir qui reçoit exactement quoi et qui paye quoi, qui contribue à quelle hauteur, ben, ça serait un gain considérable pour la crédibilité de nos institutions démocratiques. Voilà ce que je voulais dire en, si possible, 5 minutes. Merci Alain Caillé. Je me tourne vers Amandine Le Breton. Donc, vous avez pris récemment la direction du Pacte du pouvoir de vivre, qui est une grande alliance entre des organisations engagées sur les enjeux environnementaux, sociaux, des acteurs aussi issus du monde syndicaliste et pour partie de l'ESS. Ce collectif, il a composé 90 propositions que votre organisation porte. Je précise, le Labo fait partie du Pacte du pouvoir de vivre. Donc, dans ces 90 propositions, il y en a plusieurs qui concernent la question du revenu. Et quelles sont-elles et quels sont les principes qui les guident dans votre action? Oui, bonjour à toutes et tous et merci pour votre invitation. Donc, le pacte, oui, comme vous l'avez dit, c'est une alliance qui a été créée il y a presque 4 ans maintenant et qui rassemble 64 organisations, on va dire d'origines différentes, puisqu'il y a des associations de lutte contre la pauvreté, des associations environnementales, l'ESS, des syndicats, des mutuelles. Notre objectif, et c'est important pour la suite de ce que je vais dire aussi sur notamment le revenu minimum garanti, c'est de travailler ensemble à définir la manière dont on peut concilier transition écologique, justice sociale et renouveau démocratique. Et la question, alors pour nous, d'un revenu minimum garanti ou plus généralement des questions de revenu universel rentre dans la manière de réfléchir à ces 3 sujets en même temps. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas dans la question des revenus, évidemment, les sujets de transition écologique, y compris aussi les questions démocratique. Notre objectif, c'est aussi de susciter le pouvoir d'agir, puisque dans le pacte, il y a aussi 42 groupes locaux un peu partout en France. Donc, vous l'avez dit, on a construit 90 propositions en amont des élections présidentielles. Notre objectif, c'est décliner le pouvoir de vivre, le pouvoir d'habiter, de se loger, le pouvoir de se nourrir, le pouvoir de se déplacer et le pouvoir de vivre dignement. Et c'est ça qui a amené les propositions du pacte. Alors, vous avez vu dans le documentaire et ce que vient de présenter Alain sur le revenu universel, le pacte du pouvoir de vivre, lui, a souhaité répondre à cet objectif de pouvoir vivre dignement par la mise en place d'un revenu minimum garanti. Je vais y revenir tout à l'heure et peut-être décliner la manière dont on le construit, on l'a perçu collectivement. Alors, notre objectif, il est assez clair, et là, je pense qu'il est partagé par Alain, puis par ce qui a été dit précédemment, c'est de ne pas faire de la lutte contre la pauvreté une des conséquences de politiques économiques qu'on peut mettre en place, les conséquences de politiques même de transition écologique. La lutte contre la pauvreté et l'accès à un pouvoir de vivre digne à tous, ça doit être un objectif prioritaire de politique publique. Et donc, on le met au-dessus comme un objectif essentiel en termes politiques. Alors, d'abord, ce qui est important pour nous en tant que pacte, c'est il y a un enjeu culturel, hein, je rebondis sur ce que disait Alain, c'est-à-dire la question d'acceptabilité. Il y a une bataille culturelle qu'on est en train de perdre sur ces questions d'assistanat versus travail, etc. Bon, je pense qu'on en est tous conscients et c'est un défi qu'on a devant nous. Mais on doit notamment faire comprendre que vivre aujourd'hui avec le RSA, c'est pas vivre, c'est survivre. Et il y a ce message qu'on souhaite faire passer en tant que collectif du pacte, c'est qu'il faut se rendre compte que vivre avec 500, 600 euros, c'est survivre et c'est pas avoir une vie décente. Le deuxième objectif, c'est évidemment de lutter contre la pauvreté, de rendre accessible une vie digne à tous, mais aussi de préparer les transformations en cours et à venir qu'on a devant nous. C'est pour ça qu'en introduction, je parlais un petit peu de transition écologique. Parce qu'on sait aujourd'hui, et c'est très documenté, que d'une part, plus on est pauvre et plus on subit,
le changement climatique, plus on subit la perte de biodiversité et les désordres écologiques. Et d'autre part, les inégalités sociales alimentent la transition écologique et la bloquent. Donc, en plus de faire de la lutte contre la pauvreté un enjeu prioritaire, il faut aussi le penser en articulation avec la transition écologique. Donc là, je viens à la proposition du pacte, qui est donc la mise en place d'un revenu minimum garanti. Donc là, la manière dont on le pense, alors c'est qu'à terme, on puisse faire en sorte que chaque adulte, donc de plus de 18 ans, et non pas comme aujourd'hui sur la base du RSA qui n'est accessible qu'au-delà des 25 ans. Donc, chaque personne de plus de 18 ans bénéficie d'un revenu minimum garanti qui soit à terme équivalent à 50% du revenu médian. Pour rappel, en deçà de 50% du revenu médian, c'est la grande pauvreté. C'est comme ça qu'elle est définie dans les textes. Donc, c'est quelque part avoir ce minimum vital dans le sens profond du terme, pour accéder à des soins, une alimentation, avoir la capacité de se déplacer et de se loger convenablement. Ce qu'on porte en complément de tout ça avec le pacte, donc je l'ai dit, hein, c'est l'ouverture au moins de 25 ans, c'est essentiel, encore plus après les multiples crises qu'on a vécues ces dernières années. On porte aussi la question de l'automatisation des droits, qui est un sujet en cours pour le moment, mais c'est très important. Aujourd'hui, on considère qu'il y a environ, selon les chiffres, un tiers de non-recours, donc de personnes qui ne recourent pas aux droits auxquels ils pourraient pourtant bénéficier, pardon. Donc, il y a une question d'accessibilité aussi à ces aides et à ce revenu minimum garanti en ce qui concerne nos discussions. Et puis, je voudrais rajouter un point qui est important pour nous, c'est que la mise en place du revenu minimum garanti ne dit pas tout de l'accessibilité aux droits. Et notamment, on travaille beaucoup sur la question des services publics. Et on peut mettre en place un revenu minimum garanti ou pour d'autres un revenu universel. Si les services publics ne sont pas présents partout, sur tous les territoires accessibles, quel que soit son âge, son revenu, sa géographie, etc., on a là aussi un déséquilibre de l'accès aux droits. Donc oui, un revenu minimum garanti, mais pensons aussi l'accès aux droits et aux services publics partout dans les territoires. Merci Amandine Le Breton. Je redis à l'oral ce que j'ai mis dans le chat. N'hésitez pas à lister vos questions dans le dit chat. Nous y répondrons à la fin du tour de table et vous aurez aussi la possibilité de prendre la parole via la vidéo pour également poser vos questions ou interagir avec les intervenants ou le labo, comme vous le souhaitez. Alors, pour terminer le tour de table, je me tourne vers Jeanne Apito. Donc, vous êtes chargée de développement à la Gonette. La Gonette, c'est une monnaie locale complémentaire qui se trouve à Lyon. Alors, j'ai un écho. J'ai l'impression que votre micro me met en double. Voilà, merci. Je vous propose de couper le micro et puis ensuite, quand vous parlerez, du coup, on n'entendra que vous. Du coup, la question du revenu universel, ou en tout cas d'allocation d'un revenu, pose la question de la façon dont il va être utilisé. Et ça, finalement, les monnaies locales y répondent. Vous nous expliquerez comment. Et vous avez mené une expérimentation auprès de 100 étudiants et étudiantes en 2022 qui allouait une certaine somme, vous nous rappellerez laquelle, sous forme de monnaie locale. Donc voilà, je voulais vous poser la question, comment vous pensez les complémentarités entre revenu universel, revenu de base et monnaie locale, et qu'est-ce que cette expérimentation a apporté comme enseignement de votre côté? Alors, merci pour ces questions. Donc, la Gonette, déjà, peut-être pour poser un petit peu les bases des monnaies locales, c'est la monnaie locale du Rhône, donc qui prend en compte en effet Lyon et du coup l'intégralité du département. Et elle fait partie des 82 actuelles monnaies locales en France et des plusieurs milliers dans le monde entier. L'idée des monnaies locales, c'est que la monnaie, du coup, soit vraiment au service du vivant et que ce soit un moyen, du coup, et non une fin en soi.
Donc, c'est aussi se détourner de toutes les problématiques d'évasion fiscale et de spéculation pour que ce soit une monnaie du coup, qui sert véritablement aux échanges et sur un territoire défini et avec un cercle restreint d'utilisateurs du coup, adhérents à l'association pour l'utiliser. Et cette monnaie, du coup, ne peut pas être mise en banque. Donc, c'est pour ça que c'est une monnaie non spéculative. Et du coup, c'est un outil qui est très utile pour bâtir la résilience sur le territoire. Donc, c'est une monnaie, c'est pour ça que c'est une monnaie locale. Après, c'est une monnaie citoyenne. Du coup, on choisit qui on soutient et qui on finance. Donc, c'est un peu comme un bulletin de vote au final. Aujourd'hui, du coup, on voit que le pouvoir est concentré dans les mains de banquiers, plutôt d'experts, de lobbyistes. Et avec les monnaies locales, en fait, c'est dire qu'on a la possibilité de changer ça. Donc, on vient questionner la place de l'argent et on permet du coup aux différents acteurs et actrices et toutes les parties prenantes des associations de monnaie locale de se questionner aussi sur la place de l'argent. Et en plus de ça, c'est aussi de participer aux décisions stratégiques, donc notamment à la Gonette. Peut-être pas pour toutes les monnaies locales, mais en tout cas, la Gonette, c'est comme ça. Tout le monde a son mot à dire. Et du coup, c'est vraiment s'inscrire dans une démarche qui est collective et pas qu'individuelle. Donc derrière ces monnaies, il y a aussi la notion de commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tous, donc je les ai pris avec moi, ils sont tous à l'effigie du territoire. Donc là, hop, j'ai le 1, 2, 5, 10, 20 et il y a aussi le 49. Donc 49 qui a été donc, voté par l'intégralité, en tout cas ceux qui ont voté des citoyens pour dire on veut avoir un billet de 49, donc pas de 50. Après, ce qui est important de dire, et pour revenir sur le revenu universel, une monnaie locale égale 1 euro. Donc ça, c'est le cadre juridique pour toutes les monnaies locales. Elles ne sont pas faites pour remplacer l'euro, mais plutôt pour favoriser du coup, les échanges dans un territoire qui est bien précis. Donc, c'est bien complémentaire à l'euro. Et c'est bien pour ça aussi que, du coup, qu'un revenu universel reversé en partie en monnaie locale aurait tout son sens pour que, du coup, ce revenu universel ait vraiment une portée plus éthique. Pour que cet outil contribue véritablement au tissu social, qui soit vraiment au service des acteurs du territoire et qui permet du coup d'enrichir le territoire, donc vraiment même économiquement parlant, qu'ils l'enrichissent véritablement, donc éviter aussi que la monnaie sorte du territoire et éviter qu'elle se retrouve sur les marchés financiers et du coup de relocaliser les échanges. Et là, c'est aussi être un outil pour la transition écologique. Du coup, tu parlais de l'expérimentation qu'on a menée à Lyon. Donc, c'est une expérimentation qui a été portée par la ville de Lyon et par l'Université de Lyon 2. En fait, c'était une étude sur les pratiques alimentaires des étudiants en situation de précarité. Donc, l'objectif, c'était d'accompagner 250 étudiants vers une alimentation plus saine et durable. Donc, nous, la Gonette, on a agi sur 2 groupes de 50 étudiants, donc sur 100 étudiants au total, qui ont reçu chaque mois 50 Gonettes numériques. Pour info, du coup, la Gonette, c'est à la fois numérique et à la fois monnaie papier. Et il y a 50 étudiants qui ont été suivis par une association de sensibilisation à une alimentation plus saine, l'autre qui ne l'a pas été, qui a uniquement reçu les Gonettes numériques. Alors peut-être déjà, pourquoi avoir choisi la Gonette pour cette expérimentation? C'était vraiment tester la monnaie locale comme support pour aussi passer de l'aide alimentaire à un droit à une alimentation saine et durable. Et du coup, c'est un outil aussi qui est non stigmatisant. Puisqu'aujourd'hui, les 100 étudiants qui ont reçu des Gonettes, personne ne sait tous les pros, les commerçants qui ont reçu ces Gonettes-là ne savent pas du tout que ces étudiants faisaient partie de cette étude. Donc, c'est un outil non stigmatisant qui sert au territoire et qui aussi pouvait, in fine, servir aux producteurs, aux productrices et du coup rémunérer tous les acteurs de la chaîne. Et du coup, casser aussi les dynamiques un peu des intermédiaires habituels dont on a l'habitude, notamment dans la grande distribution. Du coup, c'était aussi vraiment ça l'objectif, en tout cas, qui était porté par la ville, c'était de vraiment sécuriser notre autonomie alimentaire, notamment, parce que là, c'était vraiment lié à l'alimentation, donc sur le territoire. Et du coup, voilà, c'est sécuriser cette autonomie alimentaire via la Gonette qui circule et qui, du coup, enrichit chaque partenaire, et via les euros en banque, qui sont, du coup, en banque éthique et qui financent eux aussi la transition. Après, nous, c'est hyper important pour toutes les monnaies locales d'ailleurs que les élus, les collectivités s'emparent vraiment de cet outil. Là, ils sont du coup vraiment partie d'une problématique sociale et ils ne sont pas du tout tombés dans l'aide alimentaire habituelle où on donne des produits que personne d'autre ne veut.
Après, je peux vous dire aussi un petit peu les résultats actuels qu'on a sur l'expérimentation qui s'est déroulée du coup sur tout 2022. Donc les conclusions n'ont pas encore été faites par l'université, donc par les chercheurs. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a le premier groupe qui n'a pas été suivi par l'association de sensibilisation. Il y a 70% des gonettes qui ont été utilisées par les étudiants dans des épiceries. Après, il y a environ 20% dans des restaurants et bars et 10% du coup qui restent, où ça a été plutôt consommé auprès de commerçants de loisirs, culture, shopping ou autres. Pour ceux qui ont été accompagnés par l'association, du coup, il y a 85% des gonettes qui ont été utilisées dans les épiceries et 15% dans des bars et restaurants. Donc, il y a très peu de gonettes utilisées dans ce deuxième groupe qui l'ont été pour du shopping ou voilà, même pour la culture, loisirs ou autre. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une importance quand même de sensibiliser et d'accompagner les personnes qui reçoivent cette monnaie. Et puis en plus, du coup, toutes les épiceries, par exemple, qui ont on va dire, bénéficié au final de ces gonettes, c'est toutes des épiceries donc, du réseau qui sont souvent, en tout cas locales, indépendantes, bio et souvent aussi zéro déchet. Donc ça a un vrai impact environnemental. Après, l'outil, évidemment, il va au-delà de ça, puisqu'il questionne la citoyenneté, mais du coup, la relocalisation de la production, la relocalisation de la consommation. Et il présente vraiment un projet de société qui rassemble du coup aussi tous les acteurs du territoire, donc autant public que privé, les habitants, les académiciens, les associations, c'est énorme en tout cas. Et après, du coup, pour cette expérimentation, nous, on espère qu'elle sera généralisée. Mais voilà, d'ici là, il faudra l'améliorer déjà, même si tout n'est pas dans nos mains. Voilà, c'est porteuse de beaucoup d'enseignements, mais on ne les a pas encore, on va dire, tous sous la main. Merci Jana, et merci à vous trois. Je me tourne du coup vers le chat pour les questions et vous relais déjà celle d'Olivier. On vient d'en reposer une, alors ça bouge. Est-ce à comprendre que le revenu d'existence ne justifiera pas de dispositifs complémentaires comme la sécurité sociale de l'alimentation? Et j'en profite pour vous poser une deuxième question qui vient d'arriver. Revenu d'existence, revenu de base, revenu universel, revenu minimum garanti, des expressions qui ne recouvrent pas exactement les mêmes objectifs. Quels sont les fondamentaux partagés, universalité, inconditionnalité, non saisissable, d'autres éléments partagés qui permettraient une facilité d'exposition? Voilà, je vous laisse vous saisir de ce qui vous inspire. Alain, il faudrait que vous remettiez votre... ouais. Oui, voilà, il est remis. Mais je suppose que la question s'adresse plutôt à moi. Oui, il y a effectivement des tas d'appellations différentes. Est-ce que la différence d'appellation renvoie directement de manière claire à des philosophies différentes? Ça ne me saute pas aux yeux. C'est plutôt des questions d'époque. Moi, quand j'avais défendu dans le cadre de l'Arc du Mos, il y a déjà 30 ans quasiment, cette idée de la création d'un revenu minimum, on l'appelait revenu de citoyenneté. Ça reste parfois, mais personnellement, je n'attache pas de grande importance à la différence des appellations. Amandine, tout à l'heure, parlait de revenu minimum garanti. C'est une autre manière de dire la même chose, fondamentalement. Et après, est-ce que ça supprime d'autres aides sociales? J'ai essayé d'être clair tout à l'heure. Je n'ai pas bien compris la question très, très précise. Mais enfin, ce qui est fondamental, c'est que les droits au chômage sont maintenus et l'allocation de logement est maintenue et la couverture minimum, la CMU également. La question portait sur la sécurité sociale de l'alimentation, qui est une proposition portée par... Je ne sais pas répondre, mais a priori, je suppose que non, ça n'est pas maintenu. D'accord. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mis en place de toute façon. Donc, oui, de toute façon. Donc, voilà. Donc, entre deux choses qui ne sont pas mises en place, ça fait des... Ouais. Alors là, il y a une question qui se pose plus pour Jana. Est-ce que les commerces de la région peuvent accepter ces données? Et comment peuvent-ils se déclarer s'ils ne peuvent pas le mettre en banque? Alors, du coup, il y a une loi qui est passée en 2014, la loi de l'ESS, qui a aussi un volet sur les monnaies locales, donc qui est bien spécifique sur le fait que les gonettes sont considérées comptablement comme un mode de paiement. Du coup, c'est au même titre que les espèces, les tickets resto, les cartes, etc. Donc, c'est vraiment juste un mode de paiement différent. Donc, après, tout ce qu'ils déclarent, c'est tout le temps en euros dans leur comptabilité. Après, tous les commerces de la région peuvent accepter les gonettes. Alors, oui et non. Tous les commerces, en tout cas, peuvent demander à accepter les gonettes. Nous, on n'a pas aujourd'hui de charte opposable. On travaille dessus.
Donc aujourd'hui, c'est pas clairement défini du coup à la Gonette, en tout cas pour les autres monnaies locales, je ne sais pas. Donc on est en train de travailler dessus, sachant qu'à chaque fois qu'un nouveau partenaire, donc nous on appelle ça pro, rentre dans l'association ou demande à rentrer, ou si nous on le démarche, c'est validé derrière par toutes les personnes qui le souhaitent. Donc on a une petite plateforme où elles peuvent dire oui ou non. Et on laisse 3 jours à peu près, et puis ensuite on accepte et on fait l'agrément, l'adhésion. Je crois que ça varie en fonction des monnaies. Je pense que l'euro, la plus grande monnaie locale d'Europe, qui est en Pays Basque, clairement définit ceux qui peuvent rentrer et ceux qui ne peuvent pas rentrer. On explique notamment par la grande distinction assez clairement. Ouais. Ah, vous avez coupé votre... La grande distribution, oui, du coup, nous, c'est clairement du coup des secteurs d'activité dont on ne prendra pas la Gonette. En tout cas, c'est pas ce qui est aujourd'hui dit. Après, on dit aussi toutes celles qui sont cotées en bourse qu'on n'acceptera pas. Mais après, voilà, on sait pas trop encore. Après, tous les professionnels qui adhèrent aussi à une charte de valeurs, donc qui repose sur des piliers sociaux, écologiques, éthiques, démocratie, etc. Entendu. Alors, il nous reste 1 minute, donc je ne sais pas si vous avez une dernière question que vous ne regretterez pas de ne pas avoir posée avant d'être parti pour vos occupations du soir. Ou si vous, côté intervenant, vous avez des choses à rajouter ou des choses que vous aimeriez rebondir sur ce que vous avez dit vous-même, les uns les autres, n'hésitez pas. Moi, je veux bien dire un mot par rapport notamment à ce que disait Amandine sur le niveau préconisé par le pacte du pouvoir de vivre, la moitié du revenu médian, pourquoi pas. Je ne sais pas plus ce que ça représente exactement au tarif actuel. Ça fait à peu près 900 €. 900 €, donc c'est beaucoup plus que les 530 qui sont autofinançables dans les propositions de l'air. Ça implique à ce moment-là une augmentation de l'impôt sur les plus hauts revenus, du patrimoine ou sur l'héritage. On arbitre entre les trois. Mais ça pose une autre question, c'est bien sûr celle de l'incitation au travail. Et ça rejoint un petit peu le problème de l'ESS, de la place de l'ESS, et ça rejoint la question des monnaies locales. Moi, je ne suis pas persuadé qu'il faille que le revenu soit trop élevé, mais j'en sais rien, ce n'est pas une position dogmatique, hein, si on veut effectivement, en tout cas pour un certain nombre de cas, favoriser un type de retour à l'emploi, et notamment dans le cadre de l'ESS, et notamment en lien avec les monnaies locales. Alors, ça pose une question, c'est la question du rôle moteur des émetteurs de monnaie locale, des collectivités territoriales. Et c'est une question que je voulais poser à Jana. Est-ce que la Gonette, est-ce que dans le cadre de la Gonette, on peut créer de l'argent? Autrement dit, est-ce qu'il y a juste autant de Gonettes que d'euros, ou est-ce qu'on peut créer plus de Gonettes que d'euros? Est-ce qu'il y a un pouvoir de création monétaire qui permettrait de dynamiser tout le territoire? Non, alors du coup, on n'a pas de pouvoir de création monétaire. Il y a vraiment 1 euro égale une gonette, et surtout, nous, tous les euros que les utilisateurs échangent contre des gonettes, ils sont placés sur un fonds de garantie en banque éthique. Voilà, et on ne doit pas faire de création monétaire. Non. Après, en fait, ce qu'on se dit aussi, c'est dans plusieurs années, si on en a besoin, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on a un réseau qui est assez fort pour justement être résilient sur un territoire, on peut s'en servir aussi, quoi. C'est un outil qui sera au service du territoire. Moi, je pense qu'il faut absolument aller dans cette direction-là. Dans cette direction-là, c'est ce que font la Banque La Palma au Brésil, par exemple. Donc, ils ont obtenu ce pouvoir de création monétaire. Et si on veut dynamiser les territoires, c'est absolument fondamental. C'est peut-être pour ça que la loi est passée rapidement pour reconnaître les monnaies locales en 2014. Ouais. Voilà, et écoutez, je pense qu'on est bon. Jana avait répondu à la dernière question dans le chat. Et nous avons déjà dépassé de 2 minutes notre temps imparti. Donc, je vous remercie tous les trois et toutes les trois.
pour vos interventions. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à la projection des débat. J'espère que ça vous a plu. Et puis, eh ben, je vous donne rendez-vous pour le 14 mars, comme je disais en introduction, pour la restitution de notre étude sur la transition écologique juste. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Florian, Merci bonne à vous. soirée. Merci beaucoup. Au revoir. À Bonne bientôt. soirée, au revoir. Au revoir.